Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico. Dans ce podcast audio, on va parler de Ruffin, de Mélenchon, du vote Rassemblement National et du vote des banlieues, et vous verrez comment les élections de 2024 ont fait évoluer ma position sur la stratégie de la France insoumise. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime pour m'encourager à faire des vidéos. Fin 2022, j'avais expliqué dans une vidéo combien je trouvais intéressante la tentative de François Ruffin de retourner le vote des électeurs RN en faveur de la gauche. Et oui, comme les électeurs de gauche, certains électeurs RN veulent taxer les riches et demandent plus de services publics. Et de ce point de vue, imaginer les électeurs RN voter pour la gauche, c'était assez plausible et séduisant pour le militant de gauche que j'étais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cet espoir est en réalité une illusion et que la gauche va devoir trouver un autre moyen pour se qualifier au second tour des présidentielles, l'élection décisive. La France de Macron est fracturée en 3 blocs qui ne se mélangent plus. Riches, banlieusards et ruraux vivent dans des réalités parallèles. Ils ne se croisent plus et ne se voient plus que par écran interposé. C'est très regrettable, mais il faut admettre les divisions en cours dans notre pays. Quand les gens sont enfermés dans des modes de vie différents et quand chaque instant les ramène à leur vie quotidienne, inutile d'espérer les convaincre plus longtemps que la durée d'une conversation. Qui dit vote Rassemblement National dit très largement vote des campagnes. Et les habitants des campagnes, on les connaît quand même un peu. J'y habite pas, mais j'y vais suffisamment souvent pour savoir que dans les villages, il n'y a ni immigrés ni réelle insécurité. Quelques incivilités, oui, comme partout, mais pas d'insécurité. Je suis persuadé qu'une majorité des électeurs RN des campagnes n'est pas intrinsèquement raciste, et que si on leur enlevait la télévision, le rejet des immigrés s'effondrerait dans les campagnes. Sauf qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas pour autant qu'ils rejoindraient la gauche. En effet, les électeurs Rassemblement National ont beau vouloir taxer les riches et vouloir de meilleurs services publics, peu d'entre eux voteraient à gauche parce que leur environnement, leur quotidien, leur mode de vie et leur mode de pensée les maintiennent inlassablement à droite. Il faut admettre et reconnaître qu'une hégémonie de droite règne dans certaines campagnes de France et qu'il faut arrêter de croire que ces électeurs RN puissent voter à gauche dès le premier tour, dans un avenir proche et dans ces conditions. Je doute donc que l'exemple de François Ruffin puisse être facilement reproduisible ailleurs. Parce que Ruffin, aussi sympathique soit-il, si vous lui enlevez sa notoriété, il ne serait qu'un énième candidat anonyme de gauche face à tous ces électeurs Rassemblement National qui ont le réflexe de voter pour le candidat en photo à côté de celle qu'ils appellent Marine. Et pourtant, Ruffin semble beaucoup plus proche du peuple que Mélenchon. En effet, si Mélenchon a développé une idéologie de gauche clairement plus aboutie que Ruffin, François Ruffin comprend bien mieux que Mélenchon les ressentis du plus grand nombre. Donc on a quasiment, sur un certain nombre de sujets, conquis une forme d'hégémonie. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on passe 80% de notre temps à parler des sujets sur lesquels il n'y a que 20% des Français qui sont d'accord avec nous, ou est-ce qu'on passe 80% de notre temps à parler des sujets sur lesquels il y a 80% des Français qui sont d'accord avec nous, sans qu'il s'agisse d'éliminer, d'ostraciser, de négliger les autres sujets. Mais il y a quand même une question de choix politique. L'avenir nous dira si Ruffin fera des petits, je lui souhaite, parce que les électeurs de gauche de ces campagnes ouvrières le méritent, et pas seulement eux. Parce que oui, il y a des électeurs de gauche dans ces campagnes-là, très minoritaires, certes, mais pourtant indispensables pour éviter à la gauche de voir son pourcentage électoral national s'effondrer. Et ils sont bien courageux, tous ces électeurs de gauche des campagnes, de vivre dans un environnement politiquement et culturellement contraire à leurs idées. En 2024, la gauche des campagnes et la gauche des villes vivent dans des réalités parallèles. Ces deux gauches irréconciliables ne se connaissent pas, n'ont pas conscience qu'elles ont des différences et, plus grave, elles n'essaient même pas de se comprendre, au point d'aboutir à une scission entre Ruffin et Mélenchon. La gauche a clairement connu des jours meilleurs.
Après le vote des campagnes, on va maintenant parler du vote des banlieues. Car si les électeurs Rassemblement National ne sont pas prêts à voter à gauche, comment la gauche peut-elle réussir à se qualifier pour le second tour des présidentielles, l'élection décisive? Mélenchon a déjà répondu à la question et j'avais dit mes doutes dans une précédente vidéo. Le pari de Mélenchon est d'aller chercher les abstentionnistes des quartiers populaires. Un choix qui peut surprendre, tant faire changer les habitudes des gens est difficile. Mais Mélenchon n'a pas le choix. Les abstentionnistes des quartiers populaires sont en effet les seules réserves de voix, nombreuses et potentielles, à pouvoir être réellement et durablement réceptifs à un discours de gauche. Que nous pensons, nous, que bien sûr, alors qui va dire le contraire? Il faut aller chercher les milieux ruraux déclassés. Qui va dire le contraire? Bien sûr. Mais le gros de la troupe qui va nous faire gagner, ce sont les quartiers populaires où on vote pour nous à 80% au premier tour, mais où 30% seulement vont voter. Si nous montons à un niveau égal à celui de la participation du reste de la société, nous avons gagné. C'est pourquoi la priorité, c'est de les convaincre, eux, que ça vaut la peine de faire de la politique. Et pour ça, il faut parler clair, net, dru et dur. Pour vous donner un exemple concret, voici ce qui s'est passé dans ma ville de banlieue en 2024, où la stratégie de Mélenchon a à la fois réussi et échoué. Dans ma ville de banlieue défavorisée, l'appellation moins glamour des quartiers populaires, le vote insoumis aux européennes 2024 a été multiplié par 3 par rapport aux élections européennes de 2019. On peut donc parler de succès. Ce qui a changé depuis 2019, c'est que Mélenchon et ses amis parlent transport, école, logement, hôpital, etc. Tous ces services publics qui ont périclité sous Macron. Et ça, les gens l'ont vu. Ils ont aussi vu qui défend le pouvoir d'achat et les services publics, c'est-à-dire Mélenchon et la France insoumise. Et oui, ça peut paraître bête à dire, mais quand on s'adresse directement et clairement aux habitants des banlieues, les gens répondent présent. Les gens ont reconnu qui portait leur combat du quotidien, malgré tout le bruit autour du conflit israélo-palestinien, et cela a fait bouger les lignes parmi les votants aux européennes 2024 dans ma ville de banlieue, alors que les européennes sont une élection réputée défavorable pour la France insoumise. Tout n'est pas rose pour autant pour la France insoumise, puisque dans ma ville, le nombre de votants est resté stable entre 2019 et 2024. Mélenchon a donc échoué à faire voter les abstentionnistes en 2024 dans ma ville de banlieue. Ça veut donc dire que ceux qui ont largement rallié la France insoumise ne sont pas les abstentionnistes des banlieues, mais ceux qui ont déjà l'habitude de voter. C'est tout à fait inattendu et d'une certaine façon beaucoup plus intéressant électoralement que d'espérer voir voter ceux qui ne votent pas encore. Ceux qui ne votent pas, mais qui ont quand même réagi, puisqu'au lendemain des européennes, l'annonce de la dissolution prononcée par Macron a pour la première fois dans ma ville incité des habitants des quartiers populaires à venir activement militer au sein de la France insoumise. Tout cela est bien sûr plus qu'encourageant pour Mélenchon dans l'optique des prochaines élections présidentielles. Alors vous allez me dire, à raison, que malgré tout cela, la gauche en 2024 laisse 30% des voix tout mouillées. Et quand bien même Mélenchon arriverait à se qualifier au second tour des prochaines présidentielles, la défaite serait courue d'avance. En théorie, oui, sauf que dans la pratique et l'emballement d'un second tour présidentiel, les étiquettes ne comptent plus et laissent place à l'introspection, à ce qu'on attend au plus profond de soi-même pour soi et pour son pays, et laissent place à la rencontre entre un homme, son projet politique et le peuple. Dit autrement, tout devient possible dans l'entre-deux tours des présidentielles, et personne ne pourrait rivaliser avec un Mélenchon en pleine forme lors d'un débat télévisé d'entre-deux tours, et surtout pas Macron. Dites-moi dans les commentaires quelle stratégie l'emportera selon vous entre celle de Ruffin et celle de Mélenchon. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.